Téléspectateurs de l'RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans votre magazine économique concret que vous suivez chaque mardi à 20h15 et en rediffusion le jeudi. C'est parti pour ce nouveau numéro qui reçoit pour vous Monsieur Jean-Luc Kayoko, au fait Chama, qui est coordonnateur général de la PODEFIP. Avec lui, nous allons parler de cette manière ou sinon quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour remplir les caisses de l'État. Est-ce que Monsieur Jean-Luc Kayoko, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Ça se passe très bien? Oui. Super fort. Oui. Prêt pour répondre à toutes les questions? Oui. Et c'est parti. Comme je venais de le dire, nous avons besoin de savoir, les téléspectateurs ont besoin de savoir quelles sont les stratégies qu'il faudrait mettre en place pour remplir les caisses de l'État. Depuis un temps, avec vous, nous parlons de vous sensibiliser au fait, les citoyens congolais, à payer les taxes, à payer les impôts. La question est celle de savoir, est-ce que en payant les taxes et les impôts, vous êtes sûr que les caisses de l'État sont remplies ou seront-elles remplies? Ben voilà, ce qu'il nous faut d'abord retenir au départ, notre pays, depuis son indépendance, n'a jamais mobilisé au-delà de 25% des recettes prévues. Donc, notre pays a un problème de la culture fiscale. Mais qu'est-ce qui fait que nous ayons le problème de la culture fiscale? Depuis un certain moment, il y a eu une crise de confiance entre les citoyens et les autorités politico-administratives. Dû à quoi? Quand vous regardez, depuis 60, vous allez remarquer qu'il y a eu trop de promesses auprès de la population qui n'ont pas été tenues. Où il y a eu de bons programmes. Quand on vous dit social, le social, l'agriculture, priorité des priorités, il y a eu beaucoup de cris de guerre, mais il n'y a pas eu la réalisation. Ça fait que ça a créé encore une crise de confiance qui aujourd'hui est en train de se manifester autour de nos budgets. Quand vous regardez notre pays, je ne cesse de le dire et je le répète aujourd'hui, notre pays, c'est un pays minier. D'abord. Parce que tous ceux qui viennent ici ne viennent pas pour l'agriculture. On est en train de nous distraire. On vient, on vous parle, non, vous savez, les minéraux, ça va se terminer aujourd'hui, ça va se terminer demain. Il faut aller à l'agriculture, bien sûr. Mais quelle agriculture qui va développer notre pays? L'agriculture à la où? Non. Mais par contre, ce qui devait être fait, c'est qu'on devait capter l'argent qui vient de mines et avoir une industrialisation de l'agriculture. On peut mettre autant d'engrais, autant de tonnage, mais aussi longtemps que notre agriculture reste une agriculture encore archaïque, à la où il n'y aura rien qui sera fait. Et nous pensons qu'il y a moyen de remplir nos caisses de l'État. Remplir nos caisses de l'État, je reviendrai d'abord sur la chaîne des recettes qui est trouée. Vous aimez beaucoup la chaîne de dépenses qui est trouée. La chaîne de recettes, ma chère. Les gens se payent à la source. La chaîne de recettes trouée. Trouée. Parce que les gens se payent à la source. Nous venons de la deuxième forum sur la décentralisation. Nous étions dans l'équipe technique. On vous dit qu'il y a des autorités qui viennent, qui vont prendre l'argent à une entreprise en avance. On ne peut pas prendre les taxes et les impôts en avance. Ça n'existe nulle part. Dans les finances publiques, ça ne peut pas se faire. Nous en avons eu ici au Katanga. Plusieurs entreprises, aujourd'hui, ne payent pas bien leurs taxes et leurs impôts. Parce qu'ils disent, vous voyez, telle autorité, à son époque, il avait pris chez moi une avance d'autant. Une avance d'autant. D'autant d'années, en fait. Oui, en fait. Quand vous prenez chez quelqu'un $1 million, c'est autant de mois, autant, ça peut même mettre une année. Donc, ceux qui viennent après, ce gars-là ne doit pas leur payer. Et nous avons un autre problème. C'est qu'il y a tellement de trafic d'influence
que certains commerçants, certaines entreprises qui sont installées dans ce pays ne payent pas leurs taxes et leurs impôts. Donc nous avons cette crise-là qu'il faut résoudre. Et nous pensons aujourd'hui, quand vous revenons dans l'histoire, on va vous dire que la Gécamine à elle seule contribuait à 70% au budget de l'État. Et la Gécamine ne produisait pas autant de tonnage. Et sa contribution était significative au budget de l'État. Mais aujourd'hui, Gécamine, avec tous ses privés, vous savez combien elle contribue? 14%. Ça devient normal. Lorsque vous faites cette analyse, aujourd'hui la Gécamine contribue à 14%. Non, toutes les entreprises minières confondues. La Gécamine et toutes les entreprises annexes, donc on en a plusieurs, entreprises privées aujourd'hui. Lorsque vous dites que ça contribue à 14% aujourd'hui au budget de l'État, est-ce que le problème, ce sont ces entreprises ou le problème, c'est au niveau des politiques congolais, quand je parle de politique, ou sinon au niveau de la mauvaise politique économique en RDC? En fait, le problème, ce n'est pas au niveau de ces entreprises. Parce que, vous voyez, madame, vous allez remarquer que les mêmes entreprises qui sont ici chez nous se trouvent dans le problème du système. On a créé un système qui fait que c'est plus les poches des individus qui s'enrichissent au détriment de la nation. Vous allez voir que il y a des entreprises ici, même certains commerçants, qui ont des autorités derrière eux. Et quand il faut payer les taxes et les impôts, on menace les fonctionnaires. Il y a un système de protectionnisme, mais au détriment de la communauté. Donc les gens font le protectionnisme des entreprises et de certains commerçants pour leur propre poche. Nous en avons eu des exemples ici concrets. Nous pouvons nous poser la question, par exemple, comment est-ce que le groupe Bazano a fermé? Donc ce sont des petites questions. Comment une grande entreprise peut fermer en une journée? Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question. Où vont les taxes et les impôts payés par les entreprises minières? Je vais aller encore plus loin, parce que les gens aiment bien citer ce mot-là, mais ne comprennent pas quels sont les méandres. La redevance minière. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui bloquent la redevance minière. Pourquoi? Parce que dans le temps, c'était certains députés, c'était certains ministres qui étaient en train de prendre cette redevance même au détriment de la population. Aujourd'hui, qu'on dise, ça revient aux entités territoriales décentralisées, il y a trop de mécontents depuis Kinshasa et ceux d'ici. Donc, nous sommes dans un système qui, les recettes, profitent plus aux individus qu'à la communauté. J'ai dit toujours, la chaîne de recettes est trouée. Oui, parce que les gens se servent à la source. Donc, il y a certaines entreprises, lui, au lieu de verser dans le compte de l'État, verse dans le compte de l'individu. Comme protection. Je voudrais un peu qu'on clarifie, que les gens comprennent ce que je veux dire. Vous savez que la Chine, aujourd'hui, est première productrice du cobalt. Or, la Chine n'a pas de gisement de cobalt. Aujourd'hui, le cobalt, c'est ici chez nous. C'est dans le Haut-Katanga, c'est dans le Lualaba, là où c'est connu officiellement. Et pour le monde entier, c'est nous qui détenons les 70% de réserves. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ces réalités-là? Mais la Chine a fait quoi pour se faire développer? Il n'a qu'une seule entreprise minière qui contrôle toutes les autres mines. Moi, je suis en train de me dire, pourquoi ici, on ne peut pas prendre la Gécamine comme modèle et la Gécamine avec son expertise? Parce que ça fait des années que la Gécamine travaille dans les cobaltes et les cuivres. Commencer que les autres entreprises, parce qu'on est en train de créer des petites entreprises à côté. Non, pour contrôler ceci, pour contrôler cela. Pourquoi on ne peut pas concentrer tout
à une grande entreprise comme la GECAMIN, ça peut permettre à relever la GECAMIN, ça va permettre à ce que ça ait un impact sur notre budget et que les autres entreprises passent par là pour l'expertise. Est-ce que vous pensez que lorsque, c'est une proposition que vous faites, ou une suggestion si on peut le dire ainsi, est-ce que vous pensez lorsque on peut arriver à cette proposition au cas où c'est accepté, où c'est entendu, que la GECAMIN soit au fait le relais qu'il faut pour cette extraction minière, pour les extractions minières de différents minéraux, est-ce que vous pensez qu'on va arriver, ou sinon on peut revenir à contribuer au budget de l'État, la GECAMIN à elle seule, à 70% comme c'était autrefois? Moi je pense que c'est possible. Pourquoi j'ai dit que c'est possible? Aujourd'hui... Tout en sachant que vous décriez qu'il y a aujourd'hui la chaîne des recettes qui est trouée. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, on est incapable de nous dire ce que chaque entreprise a produit. On est incapable de nous dire, vous savez que tous les tracts qui quittent la RDC, quand ils arrivent en Zambie, ça devient 2 tracts ou 3 tracts. Pourquoi? Ici, on permet à ce qu'un tract puisse prendre même le surplus de tonnage. Mais comme ça ne peut pas rouler en Zambie dans cet état-là, on divise par 2 ou par 3. Mais dans l'entretemps, ces tracts, quand moi que des gens disent non, les entreprises minières ne produisent pas. Mais tous ces tracts que nous avons vus pendant la Covid, parce que c'est là où les gens veulent se cacher, tous ces tracts-là venaient faire la promenade ici. Donc vous prenez les tracts d'autrui en Zambie pour venir faire la promenade au Congo, en RDC. Et tous ces tracts détruisent nos routes. Quand vous allez en Zambie, un tract comme ceux que nous voyons ici ne peut pas circuler en plein centre-ville. Alors, est-ce qu'il n'y a pas la faiblesse aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas également la faiblesse des politiques congolais? Est-ce qu'il n'y a pas la faiblesse aujourd'hui des décideurs en matière minière? Est-ce qu'il n'y a pas la faiblesse aujourd'hui des décideurs en matière économique en RDC? Est-ce qu'il n'y a pas tout ça? Non, c'est parce que d'abord, au départ, nous avons tout politisé. C'est ça, le premier point qui est grave, nous avons tout politisé. Et remarquez, madame, ce pays est un pays post-conflit. Normalement, en réalité, on devait se poser la question. La paix, elle se construit. La paix, ce n'est pas un cadeau qu'on vous donnera. Mais pour construire la paix, il faut une forte participation citoyenne. Et ça va nous amener au développement. Vous ne voyez pas que nous sommes dans un pays où les choses se répètent chaque jour. Aujourd'hui, on est aux consultations nationales. On en a eu avec Mobutu. On a eu CNS. On a eu l'Union sacrée. L'Union sacrée encore. Où est notre économie? Quand moi je me pose la question, dossier 2023, aujourd'hui on en discute. Mais dites-nous d'abord aujourd'hui quels sont les projets de développement que nous avons. Notre économie est en train de s'affaiblir du jour au jour, mais dans notre temps, cette même économie qui s'affaiblit construit d'autres pays. Ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce que les citoyens trouvent dans toutes ces exploitations? Quand vous allez trouver une entreprise minière qui a fait 20 ans, à côté de cette entreprise, il y a un petit village qui est le même il y a 20 ans. Ça ne peut pas se faire dans d'autres pays. Un pays où les gens sont consciencieux. On ne peut pas accepter ça. Donc ça veut dire que nous sommes en train de nous faire mal. C'est pour ça que moi, le grand combat, c'est de rentrer à la construction de la paix avec la participation citoyenne. Parce que les consultations ici, ce sont des gens qui vont se présenter à notre nom. Non, moi je suis leader tel. Leader tel. Je rappelle que vous êtes de la société civile également. Si, vous êtes de la société civile. Si. Parce qu'en fait, on n'est pas dans un magazine politique, mais quand même une curiosité. Vous serez représenté? La représentation pour dire quoi? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord personnellement des consultations. Parce que déjà, le budget me fait peur. C'est 12 millions de dollars. Donc, une économie faible. Mais juste pour des consultations, on y met 12 millions de dollars. On y reviendra la fois prochaine. Oui, mais c'est l'économie, maman.
Nous y reviendrons la fois prochaine parce que c'est une question qui est à la une. L'Union sacrée, les consultations. Revenons à ce que nous sommes en train de dire. Alors, face à cette situation, vous pensez, avec cette politique qui est partout, on a tout politisé dans ce pays, l'économie qui ne marche pas, les entreprises minières qui évoluent dans le Grand Katanga, l'espace Grand Katanga, donc je parle du Haut-Katanga, du Lualaba, Tanganyika, Olomami, ces entreprises ne contribuent pas au développement des communautés. Est-ce que face à cette situation, les caisses de l'État seront-elles remplies un jour? Est-ce qu'on peut dire que les caisses seront renflouées un jour, qu'on dise qu'on a vraiment ce qu'il faut dans les caisses de l'État en RDC? Oui, je pense. Notre constitution, parfois je me dis, pourquoi notre constitution, nous ne l'appliquons pas très bien? Vous savez, la constitution, son article 37, dit l'État peut collaborer avec les organisations de la société civile qui contribuent au développement. Nous venons de faire, je vous ai dit la fois passée, nous venons de travailler avec le gouvernement provincial. Juste du Haut-Katanga, juste sur certains quartiers avec des RH4. Quand vous regardez les résultats, vous sentez que le résultat est bon. Maintenant, il faut pérenniser. Ce qu'il nous faudrait, c'est pérenniser la politique de comprendre que le citoyen et l'autorité doivent faire marche ensemble. Et que l'autorité doit aussi prendre en considération ce que la population dit. Nous n'avons pas fait nous ne sommes pas battus avec les citoyens. Nous avons expliqué aux citoyens, tu veux une route, il faut payer taxes, il faut payer impôts. Parce que le gouverneur, l'autorité, il n'a pas un autre magasin d'argent. Le budget de l'État, ce sont les impôts et les taxes. Maintenant, il faut rétablir la confiance entre l'autorité et les citoyens. Ça veut dire qu'on doit cesser de mentir à la population. Mais cet effort-là doit être fait de la part de qui? Parce que de l'autorité et du citoyen. Oui. Vous pensez que c'est quelque chose qui est prêt d'arriver? Ça va prendre du temps? C'est parce qu'on ne veut pas. Parce que vous savez, ça ne va pas prendre du temps. C'est parce qu'on attend que tout tombe du ciel. Quand je vous dis même la paix que nous réclamons chaque jour, nous voulons la paix, nous voulons ceci, ça se construit. Vous devez avoir un plan stratégique pour dire, nous voulons renflouer nos caisses. Que faut-il faire? Les citoyens se méfient. Ils disent, si nous payons les impôts, ça va remplir les poches des citoyens et des autorités. Des autorités disent, nous ne pouvons pas faire ceci parce que nous n'avons pas les moyens de notre politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble, faire un plan stratégique pour briser cette méfiance. Il faut briser la méfiance, c'est tout. Nous sommes en 2020. Il faut briser la méfiance. Nous sommes en 2020. D'ici là, 2020 prendra fin si Dieu nous prête vie. Est-ce que vous pensez que c'est au cours de cette fin d'année 2020 qu'on pourrait avoir ce plan stratégique, on pourrait briser cette méfiance, ou ça va prendre encore l'année 2021? Et en passant, je pense que d'ici là, il y a un contrôle qui va commencer avec les vignettes. Le vignette, je pense également la DRH4 avec qui vous avez travaillé. Est-ce que vous pensez que c'est le moment opportun pour que la DRH4 lance également cette action, ou il faudrait que la DRH4 attende pour la sensibilisation, puisque vous êtes dans les lois, vous êtes dans les finances publiques en fait? Bon, il n'y a pas de temps. Je vais dire pourquoi. Maman, est-ce que vous pouvez penser que celui qui est payé par l'argent des impôts et des taxes, lui-même ne veut pas payer les taxes et les impôts? Contraste. C'est un contraste. Tu es payé par le gouvernement provincial. Tu t'achètes une Jeep. Au lieu de t'acheter seulement vignette, contrôle technique, plaque. Non, non. Toi, tu vas chercher ce qui ne va pas payer. Tu vas chercher OSTA, tout ça. Oui, il y a la mauvaise foi, même ceux qui gagnent cet argent-là. Quand il va en mission, il sait le gouvernement provincial fait sortir l'argent d'où?
de ce que les citoyens ont payé. Quand il a acheté sa voiture là, sa Jeep, parce qu'il n'achète pas n'importe quelle voiture, mais il ne veut pas payer. On le paye à la fin du mois 2500, 5000 $, mais il ne veut pas faire sortir 100 $ pour payer seulement la plaque ou pour payer la vignette. Il va chercher STA. Moi je pense que l'autorité provinciale a aussi le devoir de sensibiliser ses collaborateurs. Parce que lui-même là, je ne l'ai jamais vu dans un véhicule privé avec STA. Ah, vous avez le temps de l'observer quand même? Si, j'ai le temps de l'observer. C'est pour ça que je suis société civile. Je vous en prie, continuez. Oui. Je vous dis, je ne l'ai jamais vu dans son véhicule privé avec STA. Depuis que je le connais dans le gouvernement. Ministre, quand il est dans son véhicule privé, ça, une plaque. Ça, tous les documents. Par contre, vous constatez que ces collaborateurs... Ces collaborateurs, eux, se permettent le luxe d'être au-dessus de la loi. Un véhicule... Mais vous savez, c'est pour ça parfois la politique de Mobutu était intéressante. Vous savez, la politique de Mobutu, c'était quoi? Quand vous mettez STA, c'est un véhicule de l'État, non? Oui, c'est un véhicule de l'État. Vous êtes en train de travailler à la santé. Un jour, l'autorité décide de prendre tous les véhicules de l'État qui sont à la santé, il les met à l'agriculture. Donc tous ces STA sont censés être des véhicules de l'État. S'ils ne comprennent pas, en utilisant STA, ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire un fonctionnaire utilise son propre véhicule. Non, ça veut dire que le fonctionnaire là qui a STA utilise les véhicules de l'État, qu'on peut transférer, qu'on peut permuter à tout moment. Ce jour-là viendra. Nous allons voir comment les gens vont pleurer ici. Ok, les gens vont pleurer. Pour vous, lancer cette campagne, commencer déjà le contrôle en ce qui concerne les taxes, le contrôle des documents de bord, donc vignettes, contrôle technique. Pendant cette période, c'est une période bien choisie. Moi, toute période, je préfère qu'on en fasse même 2-3 fois là. 2-3 fois l'an. Oui. Mais les acteurs qui vous suivent, ils vont vous bouffer. Je m'en fous. Parce que nous devons comprendre. Quand nous sommes en train de crier, il n'y a pas de route. Quand nous sommes en train de crier, il n'y a pas ceci. Vous pensez que ça vient d'où? En cette fin d'année, nous les laissons d'abord fêter. En cette fin d'année, j'aimerais juste finir l'idée. En cette fin d'année, où les gens ont vécu ce qu'ils ont vécu avec l'année 2020, vous le savez et vous le dites, vous l'avez même dit lors des émissions passées, que la crise, elle est là. Oui. C'est une crise qui est forte, parce que la crise n'a pas frappé que la RDC, presque plusieurs pays du monde entier. Mais voilà, avec Covid, en cette période, est-ce qu'il faudrait vraiment que l'on lance cette campagne, que l'on commence déjà à acculer ou encore à matraquer la population congolaise, plus précisément celle du Haut-Katanga? Pourquoi ne pas attendre? Madame, on ne matraque pas d'abord la population. Parce que la population n'a pas d'argent. Oui, la population n'a pas d'argent. La crise, elle est là. La crise, elle est là. La population n'a pas d'argent. Moi, j'ai acheté mon véhicule il y a 2 ans. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la Covid? Il y a une année que j'ai acheté mon véhicule. Pourquoi j'avais mis STA? Quand j'avais acheté mon véhicule, on peut dire épargnons ceux qui vont acheter maintenant. Bon, même maintenant, nous sommes en crise. Comment toi, tu es arrivé à acheter les véhicules? Acheter un véhicule, c'est le planifier. C'est le planifier parce qu'il faut du carburant, il faut de l'entretien. Il faut le document. Ça peut aussi être un cadeau, le véhicule qu'on a. Oui, mais le cadeau qui vient d'où? Un cadeau, qui achètera le carburant pour toi? C'est lui qui t'a donné le cadeau. Pourquoi tu as mis STA? Donc tu voulais échapper seulement au paiement des taxes. Alors, quand on te rattrape, maman, où est le problème? Il y a des gens qui ont des véhicules 10 ans. Ils n'ont jamais acheté les documents de l'État. Mais maman, nous ne devons pas, vous savez, ce que j'appelle moi aussi la pitié péché. Pitié péché. C'est-à-dire la pitié péché? C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as pitié de quelqu'un qui fait des choses sciemment. Il peut s'en livrer 100 $, il boit la bière, mais il ne veut pas acheter un document de 50 $. Et chaque jour comme ça. Hein? Mais il y a aussi un autre problème. Oui. C'est vrai que vous exhortez la population au Katanga, contrôle technique, tout ce qui va avec. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que les citoyens se disent, même si nous avons ces documents de bord, nous sommes toujours dérangés
par la police de roulage. Les policiers de roulage ne nous laissent pas tranquilles. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui, même l'argent qui doit entrer dans la caisse de l'État, les citoyens se disent, mieux vaut rester avec cet argent et continuer avec ce système de corruption? Oui, mais c'est bien beau, c'est une option que vous adoptez. C'est pas moi, ce sont les citoyens. Oui, ils ont adopté, ceux qui adoptent. Oui. C'est bien beau, mais fais un effort que ce soit seulement les roulages qui t'arrêtent. Que ce soit seulement la police de circulation routière qui t'arrête. Mais si ce sont les services, qu'est-ce que cette police à qui tu donnes chaque jour va venir faire là-bas à l'intérieur? Rien. Par contre, le somme que tu auras perdu là, tu aurais acheté tous les documents. Et moi, quand ma chère, moi, je suis société civile avec le petit moyen de consultation, de ceci, de formation. J'achète mon véhicule, je le planifie. Quand je veux acheter un véhicule, je dois tenir compte dans mon budget d'achat du véhicule les documents. Parce que quand, en fait, je ne sais pas, on achète les véhicules pour quelle finalité. Quand on achète les véhicules pour la Bamonanga, pour seulement... Non, oui, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Mais quand vous achetez un véhicule pour le travail, vous devez planifier que ton véhicule, quand tu as une urgence pour aller faire ton travail, qu'on ne t'arrête pas. Moi, j'ai des collègues de la société civile qui ont des véhicules qui m'ont dit, mais pourquoi il faut acheter des documents? Non, si on doit avoir le privilège. Moi, j'ai dit, moi, mon privilège et ma dignité, je ne la vends pas. J'achète tous les documents. Quand tu vois mon véhicule, il y a tous les documents. Donc ça veut dire que c'est un problème de conscience. Ce n'est pas parce que tel a fait du mal que moi aussi je dois faire du mal. Non. Et puis dans l'entretemps, pourquoi alors, si nous sommes en train de nous comporter ainsi, nous ne voulons pas payer les taxes et les impôts, alors n'embêtons pas nos autorités. Ne leur demandons rien. Parce que tu as une parcelle, on te dit paye l'IF. L'impôt foncier. Tu dis, moi, je ne paye pas. Bon, tu ne payes pas, mais derrière, tu fais une route. Mais la route là proviendra d'où? Et puis, nous sommes tellement exigeants, nous, les citoyens congolais. Et surtout les têtus. Ce sont des gens qui ne payent pas les taxes et les impôts. Mais vous pensez que l'autorité va faire sortir l'argent d'où? Je pense qu'il y a des choses que nous devons simplifier. Nous voulons coincer l'autorité. Si vous voulez coincer l'autorité, payons nos impôts. Tout comme c'est papa, tout rire, père. Mais quand vous ne payez pas, vous allez lui reprocher de quoi? C'est comme ça que vous regardez les gens, ne se plaignent pas, ne suivent même pas quel est le budget de la province. Si on pose la question à tous ces intellectuels, tous ceux qui passent à la télévision en train de faire beaucoup de bruit, quand tu leur poses la question, le budget était de combien l'année passée? Pendant qu'on y est, le budget était non, non, vous voulez en profiter. Parce qu'ils sont en train de suivre. C'est vous qui connaissez non, le non, budget. non, non, non. C'est vous l'expert. Je l'estimule à Aolé. Vous êtes l'expert. Oui. Vous êtes dans les finances publiques. Oui. Vous connaissez le budget. Oui. Ceux qui sont en train de vous suivre, qui ne connaissent pas le budget de l'année passée, vous pouvez les aider pendant qu'on y est. Inbox. Non, mais ils vont vous suivre inbox. Mais ça, c'est... Non, mais fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous recevons dans ce plateau de la RTNC Katanga, dans ce magazine concret, nous recevons pour vous M. Jean-Luc Kayoko, qui est au fait coordonnateur général de la PODEFIP. Avec lui, nous sommes en train de voir comment faudrait-il faire pour remplir les caisses de l'État, pour renflouer les caisses de l'État. Est-ce que c'est vraiment important de le faire? Par quel mécanisme? Monsieur Jean-Luc Kayoko, vous avez refusé de donner le budget et communiquer quand même le budget de l'année passée aux députés qui suivent. Vous savez pourquoi j'ai abordé ce sujet? Nous sommes dans session budgétaire. En pleine session budgétaire. Session budgétaire. Oui. Je veux que les gens comprennent que c'est eux qui donnent l'argent à l'État et qu'ils doivent suivre. Pourquoi nous ne suivons pas? C'est parce que nous ne voulons pas payer. Et c'est dangereux pour un pays. C'est dangereux. Il y a des pays... Est-ce que la faiblesse aussi, ce n'est pas le fait que tous ceux dont on parle, nous sommes pendant une période de session budgétaire, tout ce dont on parle, c'est plus en français, qui est la langue officielle, et qu'on ne communique pas ce budget également après dans les différentes langues, donc les langues nationales, mais aussi en dialecte. Est-ce que c'est pas ça aussi la difficulté? Non. Enfin, toutes les personnes qui suivent ne parlent pas français ou ne comprennent pas français. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais d'abord, vous savez que
le budget de la RDC, c'est un budget participatif. Ça veut dire ceci. Tout citoyen qui se dit vrai citoyen, je parle bien des citoyens. Vrai citoyen, vous ajoutez. Oui, oui. Je veux, non, ça ce n'était qu'une insistance. Parce qu'un citoyen, c'est déjà un vrai. Donc l'insistance, c'est vrai citoyen. Nous devons partir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous, quand on nous invite à une réunion du quartier, oh, j'ai pas beaucoup de temps, hein. Je suis journalier. Les Congolais sont journaliers quand il faut réfléchir sur son pays. Mais quand il pleut pendant 3 jours, ils mangent quand même. Et le problème, c'est que après, nous nous plaignons. Vous vous plaignez, mais le jour où tu devais avoir cette information, le jour où tu devais donner ta part comme contribution, tu as refusé d'aller là-bas. Donc ça dit que nous devons aussi changer notre mentalité. Nous devons comprendre que le problème de l'État, la gestion de la province nous concerne tous. Ce n'est pas un problème de politiciens. Parce que nous avons mis la gestion de la chose publique comme étant un problème de politiciens. Mais c'est archi faux. C'est pour ça que nous sommes en train d'échouer. Parce qu'il y a des partis politiques qui se substituent à des institutions. Mais quand moi je suis parti A, et que nous avons le gouverneur, ou nous avons le président de la... ou nous avons... Ça ne veut pas dire que c'est le parti qui gère. Non. C'est un problème communautaire. Je ne cesse d'insister. Quand on parle de la communauté, et ça je voudrais que nous puissions aller à la base. Que les partis politiques comprennent qu'ils ont un travail du civisme politique de leurs membres. On fera toute une autre émission dans ce cadre-là. Revenons au magazine concret. Nous sommes en train de, petit à petit, de finir. Concrètement, que faudrait-il faire pour remplir, pour renflouer les caisses de l'État? Si 2020 n'a pas marché, qu'est-ce que faudrait-il faire à quelques mois qui nous restent pour clôturer 2020 et commencer 2021, en attendant en fait cette étape de la session budgétaire? La première des choses, c'est d'abord une grande sensibilisation de pairs. Donc le gouvernement provincial doit s'appuyer sur les pairs, donc qui est la société civile, avec ses membres, pour sensibiliser leurs pairs qui sont les citoyens. Ça c'est un. De deux, nous devons arriver à punir. Dans la corruption, il est dit, si vous voulez arrêter la corruption, il faut tuer l'éléphant. C'est-à-dire? Ça veut dire que parmi les grands corrupteurs, parmi les grands des gens qui détournent, il y a certaines autorités. Il faut montrer un exemple. Ça permet aux petits là. On punit seulement le corrupteur, pas le corrompu? Tous les deux. Quand je parle de punir dans la corruption, c'est les deux. Et nous devons exiger que ceux qui doivent à l'État puissent payer. Parce que, au fait, qu'est-ce que nous sommes en train de nous contredire, citoyens et autorités. Parfois, nous nous contredisons. Nous avons le même dénominateur commun, qui est le bien-être des citoyens. La société civile cherche le bien-être. Le gouvernement, le bien-être. L'Assemblée, le bien-être. C'est ça notre dénominateur commun. Mais pour y aller, nous voulons y aller en ordre dispersé. C'est pour ça que je dis qu'il faut un plan stratégique entre les autorités et les citoyens qui permet à ce que, à chaque échelon, que nous puissions savoir quelle entreprise ne paye pas. Il faut aussi, en plus de savoir qui ne paye pas, pourquoi il ne paye pas, nous devons aussi renforcer nos services de percepteurs, de perception. Nous devons les renforcer avec de matériel, de la nouvelle technologie. On ne peut pas comprendre que les données de Kasumbalesa puissent être différentes des données de Lubumbashi de DGI. Puissent être différentes. Non, ce n'est pas normal. Donc ça doit être automatique. Ce qu'on a eu comme entrée DGDA à Kasumbalesa, automatiquement Lubumbashi a ces données-là. Donc je pense qu'à ce niveau-là, même des RH4, il faut encore une nouvelle technologie. On doit éviter que ce soit les hommes qui touchent à tout moment l'argent de l'État. Donc ça doit être un système qu'on doit renforcer. Et pour le renforcer, il faut une nouvelle technologie.
Parce que je regrette de le dire à haute voix. La Banque mondiale nous met comment suivre les dépenses, la chaîne des dépenses, avec l'Internet. Mais le réseau de suivi des chaînes de dépenses tombe en panne, mais l'Internet reste. Mais ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens. Ce sont des réseaux mis au même moment, au même endroit. Donc, il y a tout ça. Il y a aussi un autre cas plus grave, c'est la passation des marchés publics. Ça aussi, il faudrait que les ZTD puissent avoir leurs cellules. Parce que maintenant, nous sommes dans une confusion totale. Une confusion. Confusion totale. Quand vous allez vous dire, mais moi j'ai fait toutes ces cellules, on a fait la formation ensemble. Moi j'en ai fait même une deuxième. Mais quand je remarque ce qu'ils font sur le terrain, parfois j'ai des larmes aux yeux, je me dis carrément qu'on aille, qu'on respecte la loi. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que nous pouvons arranger sans pour autant compliquer l'autorité. Il y a des choses qu'on peut arranger sans pour autant compliquer l'autorité. Monsieur Jean-Luc Kayoko, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'IGF? Vous connaissez l'IGF? Oui. L'inspection générale des finances, qui au fait a été mise en place. Je pense qu'on a même nommé des animateurs qui existaient, mais maintenant je pense qu'il y a des animateurs qui doivent gérer l'IGF. Est-ce que vous pensez que l'IGF va apporter un souffle nouveau en ce qui concerne la corruption en RDC? Est-ce que l'IGF va faire son travail comme il se doit? Surtout que vous dites que tout est politisé dans ce pays. Moi je pense que l'IGF ne peut mieux faire son travail que quand il a les auxiliaires. Nous les appelons comment? Les gens qui doivent dénoncer et avoir leur dû. C'est-à-dire? Donc ça veut dire que notre gouvernement a prévu un système où quand vous dénoncez, vous avez droit à l'argent qu'on va récupérer, je pense de 40 ou 30%. Ce qui ne se fait pas, quelqu'un va, il dénonce, vous récupérez l'argent, vous lui privez l'argent. Et quand vous lui privez, est-ce que demain il va vous donner l'information? Non. Donc ça veut dire que l'IGF doit développer le système d'information, des informateurs. Et si l'IGF développe les informateurs, je pense que ça va faciliter beaucoup de... Et l'IGF doit payer après? Oui, oui. L'IGF doit payer? Doit payer. Tous ces informateurs? Oui. Ils ne les payent pas gratuitement. Quand vous dénoncez et que l'argent est récupéré réellement, on vous doit sur cet argent. Merci beaucoup, monsieur Jean-Luc Kayoko, coordonnateur général de la PODEFIP. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Fidèles utilisateurs de l'RTNC Katanga, c'est par ici que nous finissons ce magazine d'aujourd'hui concret. Concret qui a reçu pour vous, vous l'avez constaté, un invité qui met tout le monde à l'aise, qui aime bien donner des précisions, monsieur Jean-Luc Kayoko, coordonnateur général de la PODEFIP. Avec lui, nous avons vu comment faudrait-il faire pour renflouer les caisses de l'État, comment faut-il faire pour remplir les caisses de l'État, parce qu'on sent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que l'État congolais se retrouve en ce qui concerne les taxes, les impôts qui doivent être payés par les citoyens congolais. Vous avez aimé ce magazine, dites merci à la réalisation d'Espérance Média, dites également merci à la programmation et à la chaîne mère, l'RTNC Katanga. Bye bye et à la prochaine.